Salut, bienvenue sur Mediapart. Le 9 juin prochain, nous sommes appelés à voter aux élections européennes. Les listes sont nombreuses, les enjeux parfois ardus. Alors pour s'y retrouver, Mediapart décrypte la campagne au jour le jour et reçoit plusieurs des têtes de liste qui prétendent à vos suffrages. La première à venir sur le plateau d'Air Libre est Manon Aubry de la France Insoumise. La semaine prochaine, nous recevrons aussi Valérie Ayé, la tête de liste du camp présidentiel, Marie Toussaint, la tête de liste des écologistes. Et pour tout vous dire, nous devions recevoir Raphaël Glucksmann hier pour le PS et Place Publique, mais il nous a fait faux bond à la dernière minute. À ce jour, aucune date alternative n'a été suggérée par son équipe. On le déplore, mais l'invitation reste valable. En attendant, vous êtes bien là, Manon Aubry. J'en suis ravie. Avec quelques mérites, puisqu'il y a peu de temps, vous étiez au cœur d'une action avec des militants écologistes contre Total et vous étiez quasiment enchaîné à eux. Vous êtes déjà eurodéputée, vous êtes coprésidente du groupe La Gauche au Parlement européen, on va en parler. Vous menez la liste donc de la France insoumise élargie en Union populaire et je vous interroge aujourd'hui avec mon camarade Mathieu Dejean. Salut. Qui couvre donc les gauches pour Mediapart. Dans cet entretien, on va parler d'écologie, on va parler de désobéissance européenne, on va parler des guerres aux portes de l'Europe, on va parler aussi un peu de l'après-scrutin. Mais d'abord, on avait deux questions sur votre stratégie médiatique dans cette campagne, puisque hier soir, on a un peu regardé la télé. Vous avez participé à France 2 à un dispositif qui nous a semblé assez ahurissant. On a eu le droit, pour vous rassurer. Voilà, c'était une de nos questions, parce que pour résumer, pour ceux qui ne sont pas totalement branchés, on a eu droit à un débat en majesté organisé donc par le service public entre Gabriel Attal, le Premier ministre, Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement national, et les autres têtes de liste appelées, dans un second temps, à commenter ce qui venait de se passer. Vous dites que vous le trouvez aussi ahurissant. Pourtant, sur le moment, vous n'avez rien dit. Vous n'avez pas fait le choix non plus de boycotter cet exercice. Quelles ont été vos réflexions ? Alors, on n'a pas rien dit, sachez-le. On a à la fois protesté contre le format, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ils ont dû finalement modifier leur format. Pour information, ce que nous avait dit France 2 initialement, c'est qu'ils allaient faire 3 soirées d'ici le débat qui aura lieu le 4 juin, lesquelles soirées seraient animées par des porte-paroles des campagnes, mais pas par les têtes de liste. Puis finalement, ils ont changé d'avis, probablement rappelés à l'ordre aussi par l'ARCOM. Nous, on leur a dit que c'est scandaleux de donner un tapis rouge à l'extrême droite et l'extrême libéralisme qui, d'un point de vue économique et social, se sont plutôt disputés un match amical. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit hier soir, en disant qu'on a assisté... En pointant leur similarité. Exactement, et qu'on a assisté aujourd'hui à un tapis rouge qui est déroulé en plus par le service public. Ça pose question. Je suis sûre que Mediapart ne ferait pas ça. En tout cas, je crois que vous n'avez pas pour habitude d'inviter l'extrême droite par ailleurs. Et je vous en remercie parce que c'était un moment, oui, assez ahurissant où, comme si de rien n'était, on avait le service public qui présentait 2 jeunes, en plus j'ai à peu près le même âge qu'eux, j'ai exactement le même âge que Gabriel Attal, comme si voilà, c'était l'avenir du pays et le choix qu'on devait faire le 9 juin prochain serait uniquement entre d'un côté ceux qui massacrent nos droits sociaux et les autres qui prennent les migrants, les exilés comme les boucs émissaires d'absolument tous les maux de la société. Donc oui, c'était révoltant. Ensuite, qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous pouvez faire comme monsieur Glucksmann qui fait semblant de se révolter puis qui négocie son format à lui. Parce qu'il va avoir droit à un prime time, voilà, qui va avoir droit à un prime time d'une demi-heure et donc le service public qui de nouveau va lui dérouler le tapis rouge en ayant fait semblant de protester. Nous, on était cohérents, on a protesté du début à la fin sur ce format-là. Ensuite, vous allez à la télé pour dire qu'il y a une alternative. Et moi, c'est ça aussi que j'ai essayé de faire. Vous venez d'assister à 1 heure d'agitation des peurs. En particulier, un des derniers sujets, c'était le sujet immigration. 1 heure d'agitation des peurs. 1 heure de qui va piquer le plus dans les caisses des allocations chômage, qui fait semblant de protéger les industries, mais en réalité ne fait rien et vote les accords de libre-échange, ou une gauche qui est fidèle sur ses appuis, sur ses valeurs, et qui offre un peu d'air au pays et qui dit donnez-nous de la force pour arriver en finale. Et c'est ce message que j'ai essayé de donner pour
donner une source d'espoir, parce que franchement, oui, on avait envie de se tirer une balle, je sais pas où, après ce débat, mais moi, j'avais envie de proposer autre chose, et c'est aussi pour ça que j'y suis allée, même si pour ça, en plus, il a fallu que je renonce à un meeting à Marseille, donc on a beaucoup hésité, en effet, sur notre stratégie, pour être très honnête, et j'ai beaucoup hésité à y aller. Deuxième question sur le sujet par Mathieu. Oui, dans cette campagne, vous avez aussi fait le choix d'aller sur les plateaux de CNews, à la différence d'autres têtes de liste de gauche, comme Marie Toussaint et Raphaël Glucksmann. Pourquoi vous acceptez d'y aller, alors qu'on le sait, on l'a démontré sur Mediapart, c'est une chaîne qui diffuse des fausses informations et le sait, et qui a été sanctionnée d'ailleurs par l'Arcom pour défaut d'honnêteté de l'information. Vous savez, malheureusement, si on n'allait que sur les médias dont on partage la ligne éditoriale, on n'irait pas sur beaucoup de médias. Alors sans doute, peut-être qu'on viendrait plus souvent chez Mediapart. C'est ce qui n'est pas exactement la même chose. Là, c'est une chaîne je vais jusqu'au avec un projet d'extrême droite. Je vais jusqu'au bout de ma démonstration. Moi, je combats et je dénonce, et je n'ai pas ma langue dans ma poche quand je dis, quand on dénonce, par exemple, je me souviens des bandeaux de CNews sur l'avortement ou ce genre de choses, et on est les premiers à les dénoncer. Mais de la même mesure, je dénonce le fait que France Inter sanctionne Guillaume Meurice. Parce que, soi-disant, l'humour de Guillaume Meurice, qui est peut-être un peu trop à gauche, ne plaît pas à Radio France. Est-ce que pour autant, je ne plaît pas ? C'est quand même compliqué, de comparer la production journalistique de France Inter à celle de CNews. J'essaie de vous dire que on ne peut pas, malheureusement, quand on mène un combat qui est politique, mais qui est aussi culturel, si vous allez que dans les endroits où vous êtes d'accord, vous n'allez pas dans beaucoup d'endroits. Et on va sur CNews, je ne vais pas sur les formats débat à la con où on sert les éditorialistes d'extrême droite. J'y vais en format seul, où je peux dire, y compris à ces gens-là qui écoutent CNews, et dont je suis convaincue que tous les auditeurs de CNews, on va se dire les choses clairement, ne sont pas fachos. Et je veux leur dire, et en plus c'est des formats communs CNews, Europe 1, ce qui pose aussi d'autres problèmes, qui est par ailleurs la concentration des médias, qui est aussi une des choses que l'on combat. Et moi j'y vais aussi pour leur dire ces choses-là en face. Et je n'ai pas peur de leur dire en face, et je pense que c'est la meilleure manière de mener la bataille, plutôt que finalement baisser les armes et de restreindre les endroits où on va, et donc de parler qu'à une audience de convaincus, et de ne pas mener cette bataille culturelle. J'entends qu'il y a un débat, je pense qu'il est ouvert, je pense qu'il n'est pas complètement tranché, je pense qu'il vit chez nous, y compris au sein de la France Insoumise, mais c'est un peu la manière dont on essaie de l'aborder. Certains pourraient juger que c'est pas le plus efficace. Moi, il y a beaucoup de gens, y compris que j'ai vus dans la rue, qui m'ont interpellé, etc., qui ont entendu mes interviews sur Europe 1 et CNews, et qui m'ont dit que c'était intéressant ce que je racontais. Et je pense qu'on peut aller convaincre ces gens-là. Vous dites que vous choisissez d'aller dans les émissions où vous êtes en face à face avec une journaliste, mais ça veut dire que vous n'irez pas au débat qui est organisé Si, parce que alors sur le débat, on s'est posé la question, et pour tout vous dire, on a écrit un courrier à CNews. Et on leur a posé un certain nombre de conditions à partir desquelles, pour nous, il nous semblait indispensable qu'elles soient réalisées pour qu'on puisse participer au débat. Dans ces conditions, il y a le fait que les débats qui sont traités les thèmes qui sont traités dans ce débat reflètent les priorités des Françaises et des Français. Au premier rang desquels, vous avez le pouvoir d'achat. CNews nous a répondu, très bien, le pouvoir d'achat sera le premier thème. Thème qui était complètement absent du débat de RTL, par exemple. Thème qui était très peu présent dans tous les débats qu'on a faits. Donc, vous voyez, à la fin, évidemment que c'est compliqué d'aller dans des endroits où vous ne partagez pas tout. Mais on a imposé un certain nombre de conditions, de pluralité, du fait que ce soit les têtes de liste qui y soient, du fait que les thèmes représentent les priorités des Français et que ce soit pas que... Il y aura l'immigration, on suppose. C'est le dernier thème. Vous voyez ? Qui est placé C'est le dernier thème. Et à ce jour, je ne suis pas capable de vous dire que BFM ou France 2 va traiter de manière sûre le pouvoir d'achat, les deux débats qui arrivent à BFM et France 2, et l'immigration sera en dernier. Donc, ces conditions ont été remplies, et à partir du moment où elles étaient remplies, on va les convaincre, comme je suis ici, j'espère, pour convaincre plein de gens à Mediapart. Voilà, alors justement, rentrons un peu dans le fond de votre campagne, à partir peut-être de votre slogan, puisque votre slogan c'est « Votez pour nous le 9 juin pour tout changer ». Se donner la force de tout changer. Se donner la force de tout changer, voilà, parce qu'on sait que même la liste qui fera le plus de voix ne pourra pas tout changer en Europe, pour plein de raisons. On a un Parlement qui a des pouvoirs limités, il doit composer avec les gouvernements des États membres, il y a des institutions indépendantes, etc. etc. Est-ce que donc il y a une raison peut-être un peu plus réaliste que tout changer qui justifie d'aller absolument aux urnes? Quel message vous voulez adresser à celles et ceux qui, de bonne foi, même si elles se sentent un peu à gauche, hésitent vraiment à y aller, surtout quand il y a une offre aussi éclatée et parfois peu lisible? Je dirais qu'on peut se donner la force de tout changer et qu'avec un bulletin de vote, on peut faire plusieurs choses. C'est rare qu'on puisse faire plusieurs choses. On peut quand même d'abord envoyer des
parlementaires de combat au Parlement européen qui gagnent des choses. Moi, je suis élue au Parlement européen depuis 5 ans. Les députés insoumis, on a gagné une directive européenne sur les travailleurs ubérisés. Vous avez déjà eu l'occasion d'en parler dans vos papiers, qui donne quand même un statut protecteur à 5 millions de travailleurs sur le continent, qui vont avoir une protection sociale, une cotisation chômage, cotisation retraite. Et ça, c'est la bataille qu'a menée ma collègue Laïla Chaibi. Moi, j'ai travaillé sur le devoir de vigilance des multinationales, qui est la responsabilité des entreprises multinationales dans leur chaîne de production quand elles violent les droits humains ou saccagent l'environnement. C'est 2 victoires emblématiques, fruits de 5 ans de bataille, contre les lobbies souvent, contre Emmanuel Macron. Aussi contre certains États dont la France. Voilà. Contre certains États dont la France, et c'est la preuve qu'on peut gagner des choses. Ça, c'est la première raison d'aller voter. La deuxième raison d'aller voter, c'est d'assumer une forme de résistance au Parlement européen. Moi, je préside au Parlement européen, par exemple, le seul groupe qui n'a jamais donné aucune voix aux accords de libre-échange. Et ça fait ma singularité. Je préside le seul groupe qui s'est opposé au marché européen de l'énergie, qui a fait flamber nos factures d'électricité et finalement qui est conséquente de la France à l'Europe en disant la même chose, que ce marché ne marche pas et fait exploser les factures d'électricité. La troisième raison d'aller voter, c'est ce qu'on a résumé par commencer l'après-Macron. Et le tout changer prend aussi son sens dans cette dimension-là. On voit bien le macronisme est déclinant, on est en fin de règne, et la question qui nous est posée, c'est qui pour prendre la suite? Est-ce que c'est l'extrême droite, raciste, xénophobe, sexiste, qui détruit les droits sociaux? Et on en a eu encore la démonstration dans le débat hier, ou c'est une gauche fidèle sur ses valeurs, qui est l'héritière du programme de la NUPES, que je revendique dans cette élection, qui a permis de réunir la gauche sur un programme clair et de rupture il y a 2 ans. Et c'est aussi comme ça qu'on va commencer à construire l'après-Macron, en nous donnant de la force, parce que c'est sûr, Macron, l'extrême droite, ils aimeraient bien qu'il y ait un haut niveau d'abstention, ils gardent leurs acquis, et il faut que, y compris les gens qui nous regardent, qui sont des gens de gauche, un peu perdu à la fois par l'échelon européen, parce que c'est fait pour qu'on n'y comprenne rien, un peu perdu, et je le comprends, par la dispersion à gauche. Et je veux leur dire, ne vous résignez pas. Précisément, on a besoin de se regrouper et de se donner de la force pour aussi envoyer un message politique, parce que mine de rien, c'est la seule élection nationale dans l'espace de l'ensemble du quinquennat. Alors je vous propose qu'on parle un peu écologie, malheureusement un thème qui est un peu éclipsé dans la campagne. Ouais. Donc justement, un des domaines dans lequel vous voulez changer des choses, c'est la politique agricole, un sujet brûlant comme on l'a vu en début d'année avec le mouvement de colère des agriculteurs. Vous proposez dans votre programme une politique agricole commune plus verte. Or, une grande partie du monde agricole vous perçoit comme des adversaires, et c'est un secteur qui est très bien relayé à la fois dans les médias et au gouvernement. Comment vous faites pour faire basculer le rapport de force avec eux ? C'est intéressant parce que je pense que ça a évolué justement ces dernières années, et notamment à l'occasion de la mobilisation du monde agricole il y a quelques mois de cela, une mobilisation et une colère qui est à mon sens pas du tout éteinte. Et moi, je suis allée sur plusieurs barrages, je suis allée rencontrer des agriculteurs, y compris des agriculteurs de la FNSEA, des agriculteurs de la coordination rurale. Bon, c'est un secret pour personne qu'on n'est pas nécessairement du même bord politique. Mais qu'est-ce qu'ils disaient, les agriculteurs? Ils disaient une première chose qui était sur toute leur bouche, dite de manière différente: on veut vivre de notre travail. Et force est de constater qu'on a été bien seuls à se battre pour les prix planchers rémunérateurs. Je l'ai déposé pas plus tard qu'à la dernière session plénière du Parlement européen. On a eu une révision de la politique agricole commune où précisément la réponse de la Commission européenne, et Macron avec, ça a été de tuer les normes environnementales et absolument pas répondre à la fois sur la question sociale des rémunérations et sur la question de la concurrence déloyale. Donc ce que je dis à ces agriculteurs, c'est que d'abord les normes écologiques, elles protègent aussi et avant tout la santé des agriculteurs. Quand on a des pesticides qui sont cancérigènes, les premières victimes, ce sont les agricultrices et les agriculteurs. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, pour vivre dignement de leur travail, le problème, c'est pas les normes environnementales. Le problème, c'est des entreprises agroalimentaires qui se gavent, qui ont augmenté leur marge de 70%, qui résulte par une augmentation des prix à la consommation de 20% des denrées alimentaires. Et à l'autre bout de la chaîne, les agriculteurs sont perdants. Donc nous, ce qu'on propose très clairement, c'est à la fois des prix planchers rémunérateurs qui garantissent une rémunération minimum pour les agriculteurs, et de l'autre côté, le blocage des marges des entreprises multinationales de l'agroalimentaire. Et ça, c'est des réponses concrètes qu'ils entendent, et ils voient bien qu'on est les seuls à le défendre, puisque même Jordan Bardella, on n'a rien compris ce qu'il défendait le Rassemblement national. Un jour, il disait blanc, un jour, il disait noir, et la réalité, c'est quand on l'a déposé au Parlement européen, ils ont voté contre. Et dernière chose, sur la question de la concurrence déloyale, moi, il me disait, je me souviens, j'ai rencontré notamment sur un des barrages des apiculteurs qui arrivaient pas à vendre leur miel alors qu'ils le vendaient à un prix qui était à perte.
Ils étaient quasiment prêts à donner leur miel, tellement ils n'arrivaient pas à le vendre. Parce qu'ils étaient victimes d'une concurrence déloyale qui venait notamment de l'Ukraine, mais pas que. Et l'Ukraine à la fois liée à l'abaissement des barrières douanières, mais plus largement à la multiplication des accords de libre-échange. On en a voté ces derniers mois, Nouvelle-Zélande, Chili, Kenya, il y a le Mercosur qui est dans les tuyaux. Et sur chacun de ces accords, je l'ai dit, mais je pense que c'est hyper important. Et je me souviens avoir une discussion avec la présidente de la coordination rurale là-dessus. Je lui ai dit, pardon, mais aujourd'hui, il n'y a qu'un seul groupe au Parlement européen qui ne donne pas une seule voix aux accords de libre-échange, c'est le nôtre. Même le groupe des écolos, même le groupe des socialistes, et a fortiori le groupe d'extrême droite, ils votent en grande majorité ces accords et ils étaient forcés de le reconnaître. Et vous pensez que cette réalité-là réussit à percer dans le discours, que des adhérents de la coordination rurale, par exemple, pourraient voter pour votre liste? On a l'impression quand même que, on a vu sur les barrages, la Confédération paysanne dont vous êtes proche, à certains endroits, ne pouvait pas s'y rendre avec des drapeaux et encore moins les députés de la... Mais parce que précisément, alors des barrages, à ma connaissance, il n'y a aucun barrage où on s'est rendu, où ça s'est mal passé. On est allé sur beaucoup de barrages et la plupart des barrages, la coordination rurale était présente. Mais pour moi, c'est là où il y a une bataille aussi culturelle à mener. Il y a une forme de facilité de se saisir des normes environnementales comme le bouc émissaire de tous les maux. Alors que la vraie problématique, y compris quand on en discute avec les responsables syndicaux, c'est quand même d'une mainmise d'un certain nombre d'entreprises de l'agroalimentaire. Je pense à Lactalis et d'autres qui emprisonnent les agriculteurs dans une forme de trappe à pauvreté. Moi, je pense qu'on peut les convaincre. Et je pense qu'on les convainc en réorientant aussi la politique agricole commune. Le problème de la politique agricole commune, c'est qu'on a 80% des subventions qui vont à 20% des exploitations, des immenses exploitations d'agro-business. Et c'est l'échec, à mon sens, de ce dernier mandat, d'une politique agricole qui n'a pas été réorientée vers davantage d'agroécologie, des normes environnementales, mais avec le soutien financier qui va avec. Si vous donnez un soutien financier aux agriculteurs qui peuvent vivre de leur travail, alors évidemment les normes environnementales poseront moins de difficultés, d'où la nécessité de mener la bataille sur la question sociale en même temps que les normes environnementales dans l'agriculture. Ça vaut pour l'agriculture, mais ça vaut de manière plus générale dans la société. Si vous dites aux gens, il faut tous avoir des voitures électriques mais qu'ils n'ont pas les moyens de s'en payer, c'est normal, vous allez avoir la même grogne. Alors, on voulait aborder la question de la désobéissance européenne. On a fini déjà le registre écologique. Alors, on va voir, mais disons qu'on essaye d'aborder tous les thèmes qu'on avait listés. Il y a quand même un thème important parce qu'il est quasiment en introduction de votre programme, c'est celui de la désobéissance européenne, et c'est pas sans lien avec l'écologie parce que c'est un des enjeux sur lesquels vous êtes prête à désobéir justement aux règles européennes, puisque la désobéissance, en gros, c'est ça. S'il y a des traités ou des règles qui sont contraires à une vraie bifurcation écologique, égalitaire, vous dites au fond on est prêt à jouer le rapport de force et à désobéir. Sauf que si la désobéissance peut paraître sympathique pour poursuivre ces objectifs-là, est-ce que c'est pas contradictoire de vouloir, dans le même programme qu'on a lu avec attention, de durcir les sanctions contre les pays qui ne respectent pas les règles européennes, cette fois-ci en termes d'état de droit, puisque eux aussi vont pouvoir dire « Ah, écoutez, c'est mon programme, j'ai un mandat populaire pour ça ». Est-ce qu'on peut tenir un peu un discours de poids, de mesure? Plusieurs choses sur la désobéissance. D'abord, j'assume la désobéissance avant tout aussi comme un mode d'action. Vous évoquiez à l'instant le fait que je revienne du blocage de l'Assemblée Générale de Total, où il y avait des centaines de jeunes qui, oui, bloquaient l'entrée d'Amundi, je pense qu'ils vont s'en remettre, le plus gros actionnaire de Total, en disant on veut agir pour notre avenir, et si on ne bloque pas Total d'agir, alors ils vont continuer à faire des méga super profits sur la destruction de la planète, sur l'exploitation des énergies fossiles. Et moi, j'assume d'importer cette méthode d'activiste aussi en politique, et la désobéissance revêt un caractère particulier dans ce contexte. Et pardon, je profite de cette antenne pour dire que quand même, la manière dont les jeunes, et collectivement, parce que moi j'étais assis à côté d'eux, ils ont essayé de m'embarquer aussi, on a été réprimés dans le cadre de cette action avec une des candidates sur ma liste, Marion Beauvalet, qui a été arrêtée par la police, emmenée, mais aux côtés de plus... maintenant, on en est à plus de 70 jeunes qui ont été arrêtés. Je pense que cette méthode de brutalité n'est pas la méthode avec laquelle on prend à bras-le-corps la catastrophe climatique. Et donc, j'en arrive à la question de la désobéissance en politique. D'abord, l'introduction du programme dont vous parlez, chacun pourra le retrouver sur l'unionpopulaire.fr. Vous remarquerez, j'ai oublié de le prendre avec moi, mais normalement, je le montre, que c'est l'introduction du programme de la NUPES. C'est mot pour mot. On a fait un copier-coller. Donc, ce qu'on porte dans le cadre de cette élection, c'est le programme de la NUPES sur les questions européennes. Le programme de la NUPES sur les questions européennes, je crois l'avoir déjà raconté à Mediapart, mais c'est intéressant de voir comment on y est arrivé à se mettre d'accord dessus. On y est arrivé à se mettre d'accord quand, justement,
on approchait les choses de manière pragmatique. Je pense que c'est pas un gros mot quand on est de gauche de dire qu'on est pragmatique, et de dire comment on fait concrètement si demain on veut conserver Fret SNCF dans le giron public. La Commission européenne nous demande de privatiser Fret SNCF. On a moins de 10% des marchandises qui sont transportées en France sur des trains, le reste c'est sur des camions, et on va encore fermer des lignes. Eh bien nous assumons de dire que soit on obtient des largesses auprès de la Commission européenne, ce qu'au passage l'Allemagne a fait, ils étaient dans le même cas que nous, soit on désobéira. De la même manière, quand l'Union européenne nous impose en ce moment la plus grande cure d'austérité avec plus de 20 milliards d'euros que le gouvernement veut faire de coupes budgétaires qui se traduit par la réforme de l'assurance chômage, l'augmentation du reste à charge sur les médicaments, etc., on assume de dire que soit on renégocie ces règles, soit on crée du rapport de force, soit en toute hypothèse, on ne les appliquera pas. Et j'en arrive à la fin de votre question. Quelle est la différence entre ces questions sociales et écologiques? Vous avez vu que j'ai volontairement abordé ces questions vis-à-vis de la question de l'état de droit. C'est qu'on pose un principe sur l'indépendance de la justice. Exactement. On pose un principe fondamental qui est la non-régression en matière sociale et écologique. C'est-à-dire que l'Union européenne ne peut pas nous imposer de revenir en arrière sur des droits socio-écologiques, dont on fait la distinction avec les questions de l'état de droit. L'état de droit est constitutif à l'Union européenne. L'état de droit n'est pas négociable. L'indépendance de la justice n'est pas négociable. La défense des droits fondamentaux n'est pas négociable. Autrement dit, on ne peut pas dire que la France qui désobéit à l'austérité budgétaire européenne ou au droit de la concurrence qui saccage notre monopole public du fret SNCF, c'est l'équivalent de la Hongrie qui défonce les droits fondamentaux et remet en cause l'indépendance de la justice. Alors ça, on a bien compris. Et justement, on avait une petite question complémentaire pour bien saisir les différences aussi entre les listes. Oui, voilà, comme il y a plusieurs listes à gauche et que les électeurs ont besoin de s'y retrouver, sur ce point-là, est-ce que vous considérez avoir une différence avec la liste du PCF qui, en la matière, affirme que le droit national doit primer, quoi qu'il arrive, sur le droit européen ? Nous, on l'exprime comme un principe de non-régression, c'est comme ça que je l'ai présenté, et je pense que la meilleure manière de le présenter, dit autrement, c'est que on prendra toujours la norme qui est la plus favorable. Je vous donne un exemple. Sur les travailleurs des plateformes que j'évoquais, Emmanuel Macron et la France s'y opposaient. On a réussi à obtenir une victoire en Europe contre Emmanuel Macron. Eh bien, moi, je suis ravie que dans les 2 prochaines années, quand cette directive sera traduite, eh bien, oui, on donnera un statut de salarié à des millions de travailleurs ubérisés. C'est pour ça qu'on ne dit pas, en toute hypothèse, le droit national prime. On pose ce principe de non-régression sociale et écologique. Même si, avec tout le respect que j'ai pour nos amis communistes, ils n'ont pas d'élus au Parlement européen, donc peut-être une approche un peu plus théorique des choses, mais pour présider le groupe de la gauche au Parlement européen qui comprend un certain nombre de communistes d'autres pays, on a plutôt un mode d'action qui nous est commun. Pour le reste, s'il faut parler aussi de divergence avec les écologistes et les socialistes sur le sujet, c'est là où, à mon sens, il y a une incohérence. Moi, j'interpelle, je demande aux écologistes et aux socialistes, si vous prenez vos distances avec le programme de la NUPES comme vous semblez le faire, alors expliquez-moi, demain, est-ce que vous allez mettre en œuvre la mise en concurrence de Fret SNCF, l'austérité budgétaire et toute autre sorte de mesures qui fait que nos ambitions en matière sociale et écologique ne seront pas respectées. C'est la même chose sur le marché européen de l'énergie. Eh ben, alors, je vous propose qu'on leur pose la question. Et si vous me permettez, je vais leur poser aussi. Il y a un dernier élément aussi dans le contexte de la gauche. Je pense que se dessine un peu une ligne de fracture à l'heure actuelle entre une gauche que j'appellerais d'avant, qui essaie de renier le programme de la NUPES, que ça a permis de clarifier, la page que ça a permis de tourner de 20 ans de bataille à gauche entre la France du oui et la France du non depuis le référendum de 2005. Et il y a la gauche d'après qu'on essaie de constituer avec toutes celles et tous ceux qui se donnent la force de concrétiser ce programme de la NUPES. Et je voudrais lancer un appel à tous les écolos du pays, parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens, notamment de ma génération, dont le logiciel politique s'est construit sur l'écologie politique, en tout cas c'est mon cas, et qui aujourd'hui se disent bah mince, on n'a pas fait tout ça pour revenir à François Hollande avec Raphaël Glucksmann qui est devant à gauche, et de l'autre côté on a les écologistes qui luttent un peu pour leur survie à 5%, qui est le seuil de qualification pour avoir des élus. J'ai envie de dire, essayons de nous regrouper, toutes celles et tous ceux qui ne veulent pas de François Hollande. Ça c'est votre appel. Sur le fond, alors je vous demande une réponse courte. Alors j'avoue que c'est complexe parce que le sujet est complexe, mais parce que vous avez évoqué plusieurs fois le marché de l'électricité.
Une des différences que vous exprimez, notamment vis-à-vis de Raphaël Glucksmann, que vous avez ciblé à plusieurs reprises, c'est que vous dites, voilà, lui, il veut réformer le marché de l'électricité, mais en fait, ça marche pas. Nous, on pense qu'il faut absolument, carrément, en sortir. Et est-ce que vous pouvez expliquer, sans rentrer dans les détails techniques de ce marché de l'électricité, pourquoi, justement, c'est la sortie qui s'impose et pourquoi la France ne peut pas protéger le prix de l'électricité avec des règles actuelles ou même modifiées dans le cadre d'un marché européen? Je vais essayer de faire très simple. Il y a deux raisons principales pour lesquelles le marché de l'énergie, à l'heure actuelle, tel qu'il fonctionne, est problématique. Le premier, c'est que le prix est fixé sur la dernière énergie qui est produite. Et la dernière énergie qui est produite, pour que ce soit concurrentiel, c'est souvent du gaz et qui fait que ça fait exploser le prix. La deuxième raison, c'est que la réforme du marché de l'énergie va remettre en question notamment la possibilité de mettre en place des tarifs réglementés comme on a à l'heure actuelle. Sachez que les prix de nos factures d'énergie ont augmenté de 45% en l'espace de 2 ans en France. Et ça, c'est sous l'effet du tarif réglementé. C'est l'État qui l'a décidé. Si demain, c'est le marché qui décide, ça va s'envoler encore plus. Et nous disons qu'il faut sortir de ces règles, sortir du marché de l'électricité. Je suis sûre que je suis à Mediapart, vous n'allez pas caricaturer mes propos, mais je le précise quand même, ne veut pas dire sortir de l'Union européenne. Des interconnexions en matière d'échange d'énergie ont préexisté bien avant la mise en place du marché de l'énergie qui est très récente. Pour ça, il suffit juste de lignes à haute tension. Et bien sûr qu'il faut être solidaire des États européens, mais il faut sortir des règles qui fixent le prix à l'heure actuelle, qui est fixé par le marché. Et nous, on dit que l'énergie, c'est un bien commun. On a tous besoin de s'éclairer pour se nourrir, pour vivre au quotidien. Il faut que ce soit l'État qui fixe le prix. La Cour des comptes a elle-même analysé que le prix de l'énergie qui est vendu en France fait l'équivalent, donne 30 milliards de super profits aux entreprises de l'énergie et de l'autre côté est très éloigné du véritable coût de production. Donc il faut s'approcher du coût de production. Passons aux questions internationales avec évidemment la situation en Ukraine. Vous répétez, y compris des fois contre certaines attaques de vos adversaires, que voilà, vous êtes assez clair sur le soutien financier et militaire à l'Ukraine. Vous avez voté en ce sens au Parlement européen. Mais après, beaucoup se joue aussi sur les modalités de cette aide et notamment un des débats qui agite en ce moment les Occidentaux et jusqu'au cœur même de la Maison-Blanche, c'est par exemple de savoir si les Ukrainiens pourraient être autorisés à frapper le sol russe avec des missiles à longue portée fournis par les Occidentaux. Certains veulent pas trop de ça en disant « Oh là là, attention, c'est l'escalade ». D'autres disent que ça devient nécessaire parce que sinon la situation va trop se dégrader pour les Ukrainiens. Est-ce que vous avez typiquement une position sur ce sujet ou est-ce que vous en restez une position de principe ? On essaie d'avoir une position qui soit la plus précise possible. Jusqu'à présent, on a soutenu l'envoi d'armes à l'Ukraine, y compris parce que c'est dans les types de matériel militaire, parce que c'est pas seulement des armes. La France a envoyé, par exemple, des véhicules avant blindés. Je crois qu'elle n'a pas tenu toutes ses promesses en la matière. Là, ça permet de se déplacer sur le territoire. Ça fait partie des choses que l'on doit envoyer en plus grande quantité, à mon sens. De la même mesure, des systèmes de protection aérien. Ça fait partie des choses dont on doit développer la production et l'envoi à l'Ukraine. S'agissant de l'envoi d'armes militaires offensives, nous, on a fixé plusieurs conditions. Dans les conditions, il y a notamment le fait de ne pas frapper au cœur le territoire russe et le fait d'avoir un débat démocratique à l'Assemblée nationale, que ce soit validé par les représentants de la nation, ce qui semble logique, et que ça n'affaiblisse pas notre propre production de stock. Sur le premier élément, c'est là où c'est le plus difficile, à quel moment vous frappez en profondeur. Mais l'enjeu derrière, c'est de se dire, à partir du moment où ce sont des missiles français qui frappent en profondeur le territoire russe, nous entrons en guerre avec la Russie. Si nous entrons en guerre avec la Russie, on a un affrontement direct entre deux puissances militaires et nucléaires que sont la France et la Russie. C'est ce qu'on essaie d'éviter. C'est pour ça que nous disons, quelle est notre stratégie pour ramener la paix en Ukraine ? C'est de dire, en toute hypothèse, il faut continuer un soutien financier, logistique et militaire à l'Ukraine pour que Vladimir Poutine ne gagne pas la guerre. Mais il faut aussi assumer d'ouvrir des canaux diplomatiques parce qu'il n'y a pas d'autre issue à cette guerre qu'une issue diplomatique. Croire qu'on va avoir une issue militaire alors que vous avez déjà eu 100 000 morts, que la Russie a une armée de réserve de 145 millions d'habitants qui sont autant de personnes qui peuvent enrôler de force dans leur armée, c'est sans issue. Donc il faut ouvrir des canaux diplomatiques. L'Allemagne l'a fait avec un sommet sur la paix qui aura lieu le 15 et 16 juin. Ouais. Mais pour l'instant, ça échoue, mais
mais ça ma fait question... 2 ans que la guerre a commencé. Combien d'initiatives ont été prises par la France et l'Union européenne? 0. Et il a fallu attendre d'autres États. On peut commencer par exemple par sécuriser les 13 centrales nucléaires autour desquelles la guerre se déroule. Ça fait partie des outils à essayer d'employer. On peut annuler la dette de l'Ukraine comme je l'ai proposé pour soulager financièrement l'Ukraine. Il y a plein de leviers pour aider l'Ukraine, mais essayer d'entrevoir un chemin, la lumière au bout du tunnel, même si je vous l'accorde, elle n'est pas difficile et ça ne se fera pas d'un claquement de doigts. Ok. Sur la situation à Gaza, vous êtes, j'allais dire une des listes, peut-être la liste en réalité qui la met le plus au cœur de votre campagne. Vous apportez un message important évidemment sur le sujet. On peut citer la demande de cessez-le-feu, ça paraît assez évident, mais aussi vous avez un message très clair sur les sanctions européennes contre le gouvernement de Netanyahou, sur l'embargo contre des armes livrées à Israël. Est-ce que ces positions qui sont déjà dures à défendre dans un système médiatique assez hostile parfois, est-ce que ces positions, elles ne sont pas polluées, voire gâchées parfois, par des sorties intempestives, parfois choquantes, parfois difficilement compréhensibles de votre leader, Jean-Luc Mélenchon? On ne va pas toutes les refaire, mais voilà, parmi les plus récentes, il y a eu des analogies un peu scabreuses entre un président d'université et un dirigeant nazi. Il y a eu des phrases dérangeantes sur la judéité de Jérôme Guedj. Est-ce que tout ça, voilà, ça vient pas polluer en fait un message auquel beaucoup de gens sont attachés, vous sont gré de porter? C'est un peu ça le sens de ma question. Je vous dirais, ce qui pollue le plus notre message sur le sujet, c'est la mobilisation importante des soutiens inconditionnels d'Israël. Je ne dis pas que Mediapart en fait partie, et la nature de votre question est différente de celle qu'on peut me poser dans d'autres médias, mais de celles et ceux qui consisteraient à nous rétorquer dès qu'on parle de la question de Gaza, de « vous êtes dans l'outrance, mais vous êtes déséquilibré », etc. Non, on est très équilibré. On a condamné dès le premier jour les attaques du 7 octobre, et on a dit dès le premier jour que ça ne donnait pas un droit à Israël de massacrer sa population. Et moi, les outrances qu'il y a en réalité dans cette campagne, pour moi, c'est celles et ceux... on parlait hors antenne avant de commencer, le débat sur LCI qu'on a eu entre têtes de liste cette semaine. À un moment, je fermais les yeux et j'entendais François-Xavier Bellamy et je me disais, mais c'est lequel des fachos qui parle? Parce qu'il remettait en question la compétence de la Cour pénale internationale. C'est ça, en fait, ces outrances. Remettre en question la Cour pénale internationale qui a été signée par qui? Jacques Chirac. C'est rare que quelqu'un de gauche dise du bien de la droite. Donc, moi, je suis fière dans cette campagne de défendre le camp de la paix. Je vous l'accorde, c'est pas facile tous les jours, mais je suis fière qu'on nous entende, y compris porter des propositions très concrètes de sanctions, d'embargo sur l'envoi d'armes, etc. Donc, du coup, les outrances sont toujours de l'autre côté et jamais du vôtre. Vous pouvez prendre chaque mot et est-ce que la manière dont on l'a dit, est-ce que c'est bien ou pas, mais il faut se rendre compte du système médiatique dans lequel on est. J'ai commencé par ça, c'est pour ça que je vous demandais si vous admettiez que des fois il y avait des sorties de route. Honnêtement, c'est ça qui me pèse le plus. Je mets un pied sur les plateaux de télé et on va nous dire vous instrumentalisez la question à Gaza parce que vous voulez convaincre une population communautaire. Pardon, mais en fait, peu importe votre religion, votre identité, votre âge, votre genre, tout le monde devrait être choqué par ce qui se passe à Gaza. Il y a 35 000 civils qui sont morts. Les enfants se font écrabouiller. L'aide humanitaire n'arrive plus à entrer. On meurt de faim. La famine arrive dans Gaza. Des camions humanitaires sont en train d'être pris pour cible. Il est mort autant d'enfants en 4 mois que dans l'ensemble des conflits internationaux en 4 ans. Moi, c'est ça qui me révolte. Et le fait qu'on nous mette une cible sur le dos, parce qu'on ose défendre la voie de la paix. Je veux dire, il faut remettre les choses dans son contexte. On a notre présidente de groupe à l'Assemblée nationale qui est poursuivie pour apologie du terrorisme. Et Mathieu a écrit beaucoup là-dessus, on a fait ces articles. Mais raison de plus pour pas... Mais justement, je le dis d'autant plus que je suis ici à Mediapart, mais vous vous rendez bien compte du poids du système médiatique là-dessus. La manière dont la Cour pénale internationale, l'ONU, est traité d'antisémite parce qu'il critique un gouvernement qui est un gouvernement d'extrême droite. Il faut mettre les mots sur ce que fait Benjamin Netanyahou. Et précisément, je n'associe pas tous les juifs de France et du monde entier à ce que fait ce gouvernement. Il y a même une révolte en Israël même, mais on ne nous fera pas dévier sur notre ligne là-dessus. Et on ne vous fera rien dire de mal sur des propos de Jean-Luc Mélenchon, on a compris. Mathieu, sur la question d'après. J'essaie d'utiliser mon temps d'antenne pour ce qui compte le plus et pour mes messages politiques, je crois que vous l'aurez compris. Dans cette campagne, on voit qu'il y a aussi de la conflictualité à gauche, puisque vous êtes partis séparés à ces élections européennes. En l'occurrence, vous avez publié un visuel il y a quelques semaines qui dénonçait le fait que des eurodéputés augmentent leur salaire
avec des activités parallèles payées par des lobbies, ce qui est le cas, ça a été documenté. Mais parmi les personnes que vous cibliez dans ce document, apparaissait Raphaël Glucksmann, qui en l'occurrence en fait tirait ce surplus de revenus de ses droits d'auteur. Est-ce que ça ne dénote pas quelque part quand même à ce moment-là une fébrilité chez vous par rapport à la dynamique de sa campagne? Non, absolument pas. J'ai posé un sujet que finalement, si j'avais pas fait ce visuel, ne serait pas entré dans la campagne, qui est le fait qu'il y a un député sur 4 au Parlement européen qui reçoit des rémunérations annexes. Je sais pas si on mesure bien. Moi, j'ai pas de problème à dire le salaire d'un eurodéputé, c'est extrêmement confortable. Et d'ailleurs, nous, comme on est de gauche, on en reverse une partie, ce qu'on considère que c'est un salaire qui est trop élevé et qui est bien plus élevé que ce que je gagnais dans ma vie d'avant quand je travaillais à Oxfam. C'est plus de 7 500 €, pour dire les choses très clairement. Donc, vous imaginez, normalement, on paye bien les députés justement pour qu'ils ne soient pas corrompus. Et vous avez un député sur 4 qui touche de l'argent en plus de ses indemnités. Donc moi, j'ai dit une chose très claire. Moi et tous les élus sur ma liste ne toucheront pas 1 € en plus de leur indemnité. Non seulement nous nous engageons à ça, mais nous engageons à faire adopter une mesure pour laquelle je me suis battue tout le mandat, que j'ai justement essayé de conscrire en plus, de pas d'argent qui vient de cadres qui pourraient poser des conflits d'intérêts, lobby, État étranger, etc. Et moi, je pense qu'il y a une fébrilité sur cette question, parce que j'ai mis le doigt, pardon, mais là où ça fait mal. Le groupe socialiste, si vous voulez, j'aurais pu mettre aussi la vice-présidente du Parlement grec qui s'est fait prendre la main dans le sac avec des centaines de milliers d'euros de la part du Qatar. J'aurais pu mettre Geoffroy Didier, candidat sur la liste de M. Bellamy, qui touche des dizaines de milliers d'euros par an, en plus de ses indemnités d'élu comme avocat en droit des affaires, alors qu'il siège dans la commission des affaires juridiques. J'aurais pu mettre Rachida Dati, qui a gagné 900 000 € de la part de Renault, 800 000 € de la part d'Orange quand elle était élue. Et tout ça, c'est légal. Et pourquoi les avoir pas mis eux plutôt que Glucksmann, sur lequel vous avez beaucoup de reproches à faire, et vous les faites, mais ça fait partie du débat politique. Sauf que là, vous semblez l'afficher au même niveau que les autres. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le classement Transparency International sur un site, tout le monde pourra aller vérifier, qui s'appelle Integrity Watch. On a pris ce site et on a pris le classement des eurodéputés français qui, en activité, c'est pour ça qu'on n'a pas mis Rachida Dati, mais on l'a remis après. En plus, c'était le moment où Libé sortait ses papiers, c'est sorti quelques jours après. Mais eurodéputés en activité qui gagnaient pas mal d'argent en plus de leurs indemnités. Et donc, on a mis cette panoplie assez large. Dedans, il y en a pas mal sur le visuel. Je sais que Raphaël Glucksmann occupe beaucoup les journalistes en ce moment, mais c'est pas le seul. Il y avait Valérie Ayé, par exemple, dessus, qui a protesté aussi. Qui a protesté et qui, faute de vouloir un débat démocratique, elle emmène la discussion sur le terrain judiciaire. C'est assez classique de la part des macronistes, mais elle touchait des indemnités en tant qu'élue locale. Ok, ça pose pas forcément le plus grand conflit d'intérêts de la Terre. Mais moi, personnellement, je suis contre le non-cumul des mandats. Enfin, pour le non-cumul des mandats, pardon. Ou contre le cumul des mandats. Vous ne craignez pas tout de même que, en fait, là, on voit bien votre stratégie, c'est pour mobiliser votre électorat, et notamment les classes populaires et les jeunes, c'est quand même d'allumer des mèches. Non. Non, mais est-ce que vous ne risquez pas, en cas, si cette stratégie de mobilisation ne s'avère pas payante, d'avoir perdu sur les deux tableaux, en ayant aussi ruiné les chances de rassembler la gauche pour de futures échéances électorales? Je ne suis pas d'accord avec la manière dont vous présentez notre stratégie. Admettez que moi, si j'ai posé cette question, c'est que je l'ai posée aussi animée par des convictions profondes. Franchement, on aurait peut-être dû commencer l'entretien comme ça. Qu'est-ce que m'ont appris 5 ans au Parlement européen? C'est ma première expérience en tant qu'élu. Avant, je travaillais en association. Et s'il y a bien un truc qui m'a révolté pendant ces 5 ans, c'est la manière avec laquelle la loi européenne, qui a une implication sur 500 millions d'Européens, se fait à huis clos, en toute opacité, et avec des intérêts privés qui font la loi à notre place. Je ne conteste pas ça, mais je parlais plutôt des tacles que oui, sauf que j'ai le mérite de la cohérence sur ce sujet. C'est pas nouveau que je parle de ce sujet. Vous m'avez entendu gueuler au moment, pardon pour le mot, au moment du Qatargate, de lancer l'alerte sur le fait que, oui, à huis clos, vous savez, les lobbies sont comme les vampires, ils détestent la lumière. Et donc, dès qu'on met un petit coup de projecteur sur ce qu'ils font, eh bien, ça leur plaît pas. Et c'est ça que j'ai voulu faire. C'est ça que j'ai voulu faire, et ce combat, je l'ai porté depuis très longtemps. Et là, j'avais envie de dire, eh bien, faisons-en un sujet de la campagne des élections européennes. Pardon, mais si j'avais pas été là, on n'en aurait pas parlé. Et je vais même plus loin. J'ai écrit, vous pourrez mettre le lien, une lettre ouverte dans Libération à toutes les têtes de liste, en leur demandant de s'engager pour leurs colistiers, ceux qui seront élus à leur côté, mais aussi à le faire adopter au Parlement européen, d'interdire les rémunérations annexes qui posent des conflits d'intérêts. Qui s'y est engagé? Qui a répondu? Personne.
Donc pour moi, c'est la démonstration d'une espèce de pudeur de gazelle sur ce sujet. Ils étaient peut-être un peu échaudés, mais peut-être on poursuit. Sur le sujet. Et enfin, on fera le ménage dans les institutions. On ne peut pas dire que Bruxelles est trop loin et qu'on n'y comprend rien à ce qui se passe sans vouloir le changer. Et ben moi, j'assume cette méthode. On met un pied dans la porte, un pied dans les institutions, un pied en dehors. Et parfois, on chamboule un peu. J'assume d'avoir un peu chamboulé. Mais si à la fin, on arrive à nos fins, c'est-à-dire faire interdire les rémunirations annexes qui posent des conflits d'intérêts, alors on aura gagné. Okay. Alors, deux dernières questions, et Mathieu. Effectivement, vous revendiquez une méthode activiste au Parlement européen. Vous avez été élu en 2019 alors que vous n'étiez pas une politique professionnelle auparavant, c'était votre première élection. Cette fois-ci, il y aura des sortants au Parlement européen sur votre liste. Vous en faites partie. Vous allez sûrement être réélu avec Younous Omarjee, Leïla Chaibi, Marina Mesure, qui sont hauts dans votre liste. Mais devrait aussi être élu potentiellement l'inspecteur du travail Anthony Smith, qui est 4e sur votre liste, et plus difficilement Rima Hassan, qui est 7e. Ces deux personnes qui, pareil, ne sont pas des politiques professionnelles. Est-ce que vous faites une priorité pour vous à toutes les élections de faire accéder à des postes électifs des non-professionnels de la politique? Oui, clairement, et pour le coup, ça c'est très assumé parce que si on ne va pas chercher ces gens-là, alors vous avez la politique qui se renouvelle dans un petit cercle fermé. Je vous prends mon propre exemple personnel. Quand la France Insoumise est venue me chercher à 5 ans, c'est un secret pour personne, je l'ai déjà raconté, mon premier réflexe, ça a été de me dire, mais jamais de la vie, quoi. C'est ultra violent, vous prenez des coups de partout, et finalement, est-ce que je suis pas plus utile là où je suis, c'est-à-dire dans le monde associatif, sur une question en plus assez centrale à gauche, qui est la question de la lutte contre l'évasion fiscale, qui est mon cœur de métier, la lutte contre les inégalités. Et j'avais beaucoup hésité à l'époque. Premier réflexe avait été de dire non. Et si j'avais fini par dire oui, c'est pour 2 raisons. La première, sur là où je suis le plus utile, je me suis dit, bah écoute, dans la lutte contre l'évasion fiscale, t'as gagné la bataille culturelle, tu vas dans la rue, tout le monde trouve ça pas normal que Total paye pas sa juste part d'impôts, mais on n'arrive pas à gagner la bataille politique. Donc si toi-même t'appuies sur le bouton, ça peut quand même aider, et la preuve en est, on a gagné des trucs. Et la deuxième raison, sur la violence du monde politique, je vais être très honnête avec vous, j'ai pas changé d'avis. La politique est toujours aussi détestable, et d'autant plus en le vivant de l'intérieur. Mais je veux dire, si tous les dégoûtés de la politique partent, il ne reste plus que les dégoûtants. Donc c'est à nous, je pense que c'est notre responsabilité, à la gauche, plutôt que d'avoir une liste. Vous avez fait un excellent papier sur la liste de Raphaël Glucksmann, où pour le coup, vous avez vraiment que des professionnels de la politique et des recyclés du hollandisme, etc. sur sa liste. Nous, on fait le choix de se tourner vers l'extérieur, d'aller chercher les gens, de les convaincre d'être candidats. C'est le cas d'Anthony et Rima. Ce n'était pas une évidence pour eux d'être candidats avec toute la violence que ça porte, et Rima singulièrement, on a été l'objet. Et je pense qu'il faut continuer à le faire sur toutes les élections, parce que sinon, on a une espèce d'élite politique déconnectée de la réalité. Dernière question, Manon Bry, à propos du groupe dans lequel vous siégez au Parlement européen. Vous siégez donc aux côtés d'eurodéputés de Syriza pour les Grecs, les Espagnols de Podemos, donc vous êtes plus proche, de Sumar, des Allemands de Die Linke, qui sont des partis de gauche à l'avenir autrefois assez prometteurs, mais qui pour certains ont décliné de manière assez spectaculaire. On l'a beaucoup chroniqué aussi. C'est un problème général pour votre camp, c'est aussi un problème un peu plus spécifique au niveau européen, parce que ça vous prive de relais au niveau des gouvernements nationaux. Double question, d'une part, comment est-ce que vous analysez ces reculs dans des pays qui comptaient, et deuxièmement, est-ce que ça vous réduit pas du coup à une posture de résistance au Parlement, malgré les quelques avancées que vous nous avez citées en début d'émission? Alors, 2 choses. La première, c'est que la leçon que je tire de la gauche en général en Europe, et pas que mon propre camp politique, c'est à chaque fois que la gauche trahit, non seulement elle installe l'extrême droite au pouvoir, mais en plus, on met des années à s'en remettre. Typiquement, ce qui se passe en Grèce, quoi. Ce qui se passe en Grèce, où l'extrême droite a grandi. Et de manière générale, à chaque fois que les sociaux-démocrates ont trahi, je pense à l'Italie ou à la Suède, ils ont installé l'extrême droite. Où l'extrême droite n'est pas encore au pouvoir, mais où le paysage est bien saccagé. La première fois que Marine Le Pen arrive au second tour de l'élection présidentielle, c'est après le quinquennat de François Hollande. Donc, à chaque fois que la gauche trahit, elle installe l'extrême droite. À l'inverse, quand la gauche reste fidèle sur ses valeurs, l'exemple espagnol est intéressant de ce point de vue-là, c'était une gauche plurielle, mais dans laquelle il y avait Podemos, Sumar, qui a augmenté par exemple le salaire minimum de manière historique, plus de 50% en Espagne, en l'espace d'un mandat. Eh bien, quand la gauche tient ses promesses,
elle est en capacité de rester au pouvoir. Ça, c'est une des premières leçons que je tire. Et ensuite, la deuxième leçon sur est-ce qu'on va être marginalisé ou pas, vous avez pris des exemples où, en effet, ça va pas super, mais il y a des pays où ça va bien. Je pense à, du coup, nos partenaires, pas les sociodémocrates, mais le parti de gauche suédois ou danois, par exemple. Je pense au Sinn Féin en Irlande, qui est en capacité d'accéder au pouvoir, potentiellement de former un gouvernement. On participe au gouvernement en Slovénie, par exemple. Donc, il y a quelques formes de résurgence de cette gauche aux quatre coins de l'Europe. Mais il est vrai que ça nous confère une responsabilité particulière en France. Et c'est souvent quelque chose que je dis, parce que c'est ce que me disent mes collègues européens. Finalement, vous êtes un peu la lumière au bout du tunnel. Vous avez fait la démonstration, ils sont tous sidérés qu'on ait réussi à faire 22% à l'élection présidentielle. Vous êtes la démonstration qu'il y a une gauche qui peut tenir dans ce pays. Et je pense que ça nous donne une responsabilité singulière en Europe. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai présidé le groupe de la gauche, pour essayer de lui donner un nouveau visage, pas que physiquement, je veux dire, mais aussi politiquement, d'expérimenter cette méthode d'activisme qui était un peu nouvelle. Je ne veux pas dire qu'on avait une gauche, une vieille gauche, ce serait négatif pour ceux qui étaient avant moi dans ce groupe, mais je pense qu'on a modernisé l'image de notre groupe et qu'on a assumé ce rôle un pied dehors, un pied dedans, en négociant des textes pour aller gagner des victoires quand il le fallait, comme sur les travailleurs des plateformes, etc., et en assumant d'être à l'extérieur quand il le fallait aussi pour résister aux traités de libre-échange ou à l'austérité budgétaire. C'est cette méthode que je veux continuer sur le prochain mandat et je pense qu'on aura un rôle d'autant plus important à avoir dans le prochain mandat. Et ne vous trompez pas, c'est aussi l'enjeu. On a d'un côté un système de cogestion où les socialistes européens, c'est une question que vous pourrez... Ah non, mince, pardon, Raphaël Glucksmann ne vient pas, mais que vous aurez posée ça vous a pas échappé. à Raphaël Glucksmann. La réalité, c'est que les socialistes gouvernent avec les macronistes et avec la droite au niveau européen pour imposer l'austérité, les traités de libre-échange, le marché de l'électricité, tous les meilleurs rêves des macronistes. Ils gouvernent ensemble. On a ce paquet-là. On a un nouveau paquet qui est en train de nouvelle coalition qui est en train de se former, faite de la droite et de l'extrême droite. Et je crois que François-Xavier Bellamy en est une incarnation politique, en quelque sorte. Et la question qui est posée au reste de la gauche, c'est qu'est-ce qu'on doit faire et comment on le fait. Et c'est pour ça que moi, j'ai envie de tendre la main à toutes celles et tous ceux qui n'en peuvent plus, qui ne veulent plus de ce système de cogestion entre socialistes, macronistes et la droite. Et je leur dis, aidez-nous, regroupons-nous, et c'est ce qu'on essaie aussi de faire dans cette campagne, avec notamment quelques figures de la NUPES comme Damien Carême sur ma liste. Un petit message d'espoir pour finir, non, parce que et ce message est passé, je pense. Merci à vous d'être venu sur le plateau de Mediapart. Merci Mathieu, merci à tous ceux qui ont préparé cette émission. Si elle est en accès libre, c'est grâce aux abonnements à Mediapart, donc n'hésitez pas et rendez-vous sur notre site dans les prochains jours et les prochaines semaines.